Ici. Donne la parole. Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur Art Up, les artistes sont sympas. Alors je vous avais promis une émission politique, et bien voilà, on y est. Nous sommes dans la première émission politique 2026 et j'ai le plaisir de recevoir Michel Champredon. Bonjour Michel, Bonjour Daniel, ça va? très bien. Bon, bonne année, meilleurs vœux. Oui, belle année aussi à toute l'équipe de cette radio associative et télévision numérique. Bravo à vous pour votre travail. Voilà, donc on est sur Art Up, Mm. première émission politique. Alors pour commencer, Michel, tu as un parcours riche et engagé. Merci d'avoir accepté cet entretien parce que on t'a vu sur plusieurs médias, notamment sur BFM, enfin sur plein de médias. Peux-tu nous parler un peu de ton parcours en politique? Alors, mon parcours en politique, il était assez précoce, puisque je me suis engagé pour la première fois, j'avais 15 ans. À l'époque, c'était dans le collectif Avortement Contraception d'Évreux. C'était au moment du renouvellement de la loi Veil sur l'avortement, puisque la loi Veil avait été votée 5 ans à l'essai, à l'époque de Giscard d'Estaing et Simone Veil. Et en 79, il s'agissait en fait à l'Assemblée nationale de confirmer et rendre définitive la loi, ou alors de l'abolir. Et donc mon premier engagement, ça a été pour ça, j'avais 15 ans. De la même année, ça a été au Parti socialiste. Et puis ensuite, voilà, j'ai été élu conseiller municipal à 19 ans à Évreux, et puis ensuite adjoint au maire la fois d'après, et puis conseiller municipal d'opposition, et puis ensuite une deuxième fois conseiller municipal d'opposition avec un autre maire, et puis je suis devenu maire moi-même, président d'agglomération, vice-président du département de l'Eure. Voilà, les choses se sont enchaînées sur quelques décennies là d'engagement. Alors c'était en même temps des engagements citoyens, puisque quand vous êtes conseiller municipal ou maire adjoint, vous avez une autre activité à côté. D'abord, au démarrage, c'était mes études, et puis ensuite, je travaillais. Et puis, évidemment, quand le mandat où j'étais maire et président d'agglomération, là, j'étais élu à plein temps. Je n'avais pas d'activité professionnelle. Tu as été maire d'Évreux de 2008 à 2014. C'est ça, oui. Hein, c'est Oui, ça. oui. Et puis ensuite, après 2014, donc ma vie professionnelle civile a repris, et je suis parti notamment à l'étranger pour la coopération française, d'abord pour les Nations Unies, en Haïti, et aussi sur un projet de l'Union européenne en Haïti. Et puis pour la coopération française et les Nations Unies, c'était en République démocratique du Congo, voilà, où j'ai passé quelques années. Et T'as puis, passé combien de temps là-bas? au total en deux fois 7 ans, voilà, en deux fois. Donc c'est une petite belle séquence de vie qui permet vraiment de s'intégrer à un pays, de comprendre sa complexité, ses problématiques, et puis les mentalités des citoyens qui y habitent. Alors, quelles sont les valeurs qui guident ton travail et ton choix au quotidien? D'abord des valeurs d'humanisme. Moi, je considère que la terre appartient à tout le monde et que notre pays, nos villes, notre territoire appartient à ceux qui habitent. Et donc, il y a deux logiques un peu dans la société. Il y a ceux qui défendent une logique de confrontation, d'exclusion, de fermeture, de rejet des autres. On voit bien, notamment en France, c'est plutôt l'extrême droite qui est sur ces postures-là, mais à l'étranger, on voit bien Donald Trump, on voit bien des gouvernements populistes ou nationalistes qui effectivement sont dans des logiques d'affrontement. Et puis il y a d'autres, dont je fais partie, qui sont pour des logiques de coexistence. Euh, on est tous des humains, on a des caractéristiques et des histoires différentes, néanmoins on partage ensemble une même terre, et donc il vaut mieux se connaître, se respecter, vivre ensemble et développer le territoire sur lequel on vit ensemble. Donc la première valeur que je défends, c'est la valeur humaine, de l'humanisme. Et puis à côté, je défends aussi des valeurs d'égalité entre les hommes et les femmes, des valeurs de lutte contre les inégalités, pour la répartition des richesses, du partage du savoir, puisque le pouvoir appartient à ceux qui savent, à ceux qui ont accès à l'information et à l'éducation, mais aussi des valeurs de protection de l'environnement, parce que là encore, la terre appartient à tout le monde. On sait qu'aujourd'hui la terre est un bien fini et périssable, et que si on continue avec le mode de vie que nous avons notamment dans les sociétés occidentales, on conduit la planète dans le mur.
Ce sont pas les pauvres qui polluent, ce sont les riches qui polluent, hein. Donc là, il y a un vrai cap à prendre pour avoir un vrai changement de vie et de mode de vie surtout. Bon, donc la question de l'environnement fait partie des valeurs que je porte, et puis des valeurs aussi d'internationalisme, hein. D'ailleurs, si j'ai travaillé à l'international, j'avais aussi fait des études de droit et de relations internationales, comme j'avais fait aussi des études de gestion des collectivités locales. L'international m'intéresse parce que c'est les problématiques qu'il y a dans le monde sont aussi des problématiques qui résonnent chez nous, je me sens concerné, je me sens un peu citoyen du monde, hein. J'aime bien cette formule-là, qui rassemble un certain nombre de valeurs. Alors maintenant, je ne suis pas non plus une fois que j'ai posé ces valeurs auxquelles je crois et qui ont été et qui sont le fil conducteur de mon engagement public, qui sont un peu mon épine dorsale et mon ADN. Je mesure quand même les difficultés dans nos sociétés, notamment occidentales, à les mettre en œuvre et à les faire vivre, hein. On est quand même dans une séquence historique où les confrontations sont importantes, les fractures sociales sont importantes dans nos sociétés, y compris dans la société française, y compris dans ma ville, à Évreux. Et puis alors évidemment à l'international, c'est même des guerres, donc c'est encore pire que les fractures. Ce sont carrément des guerres. Donc voilà, je sais ce qui me conduit, je sais ce qui donne du sens à ma vie, à mon engagement, à mes engagements. Je sais pourquoi je me lève le matin parce que ça donne du sens à la journée qui se prépare et à ma vie, hein, voilà. Maintenant, voilà, je mesure que nous vivons dans une époque complexe, compliquée, dangereuse à bien des égards, et donc voilà, il faut que tous ceux qui défendent des idées républicaines, laïques et démocratiques soient sur le pont pour préserver ces acquis-là. Alors, tu te présentes à Évreux pour redevenir maire. Pourquoi? Pourquoi ce choix? Alors, j'ai arrêté pendant 12 ans, puisque pendant 12 ans, j'étais sur d'autres chantiers professionnels, hein, notamment à l'étranger, dont on parlait tout à l'heure, en République démocratique du Congo, en Haïti. J'ai vu la France autrement, et j'ai vu ma ville autrement, hein. Donc, quelque part, le regard distancié permet de s'apercevoir qu'on est attaché à son pays, à sa ville, hein. C'est une autre façon de l'appréhender. Quand je suis revenu donc à Évreux il y a 3 ans, voilà, j'ai constaté une ville en mauvaise posture. D'abord parce que nous avons perdu presque 6000 habitants en 10 ans, hein, donc c'est perdre l'équivalent d'un quartier, ça n'est pas une statistique, hein, c'est une alerte, hein. Ça veut dire que la collectivité manque de cap, manque de politique structurée, manque de volonté, hein. Donc ce déclin démographique, en gros on perd les jeunes et on perd les jeunes couples, hein, pour parler vite, c'est un appauvrissement en termes de richesse, de créativité, de matière grise pour notre ville. Deuxième chose, j'ai constaté aussi une ville qui est étouffée sur le plan associatif, sur le plan culturel. Les baisses de subventions ces dernières années en direction du monde associatif qui crée du lien, hein, et qui crée une ambiance dans la ville, ont engendré beaucoup de fermetures d'activités associatives. Et aujourd'hui, la vie sociale s'est très desséchée, hein. Ensuite, j'ai constaté aussi une ville qui ne se porte pas bien sur le plan économique, sur le plan commercial. Il suffit d'aller au centre-ville d'Évreux. Quand on y va, on a envie de pleurer. Ah ouais. Être commerçant au centre-ville d'Évreux, il faut avoir du courage aujourd'hui, hein, et je salue les commerçants qui gardent fièrement leur enseigne et continuent à contribuer à animer le centre-ville. Et donc voilà. Et puis j'ai vu aussi des services publics qui étaient sous pression, hein. Moi j'ai beaucoup de témoignages de gens qui travaillent au sein de la ville d'Évreux ou au sein de l'agglomération, donc présidé par le maire et président d'agglomération qui m'a succédé. Il y a des pressions en interne qui confinent au mal-vivre, hein, et à des fonctionnements du service public déstabilisants, ou en tout cas un affaiblissement des services publics. Donc, constatant cette situation, et constatant que moi-même j'ai toujours l'envie d'engagement, j'ai toujours l'envie de créer des projets, j'ai toujours l'envie de rassembler autour de moi et de faire vivre la fierté d'Évreux en Normandie, pour faire d'Évreux une vraie
capitale régionale, hein, j'ose le mot, au même titre que Rouen, Caen, Le Havre, faire que quand on pense à la Normandie, on pense également à Évreux, eh bien, porté par cette envie, cette énergie, cette volonté d'action, eh bien, je me suis dit que voilà, je devais aussi assumer mes responsabilités, comme j'avais été déjà maire pendant un mandat, je devais pouvoir offrir aux Hébroïciens une alternative politique avec un projet de développement construit, fédérateur, qui part du terrain aux Hébroïciens. Et donc je conduis une liste que de la société civile, hein, c'est sa caractéristique, c'est-à-dire une liste sans les partis politiques. Je dois dire que je trouve que les partis politiques nous ont... T'as quitté le Parti socialiste du coup. Oui, alors c'était en 2007 quand même. Hein. Ouais. C'était avant mon élection. J'ai été élu en 2008 et à l'époque j'avais quitté le Parti socialiste 6 mois avant. À l'époque il y avait de la triche en interne et donc du coup j'avais quitté. Et à l'époque c'est pour ça que t'as quitté oui, le Parti socialiste. Bon, il y avait de la triche à l'interne. Oui. Hein, et donc du coup. À l'époque, j'ai gagné avec une liste de la société civile aussi. À l'époque, ça s'appelait Rive Gauche. Alors, moi, je connais pas Évreux. Oui. Actuellement, la majorité à Évreux, ils sont de quel parti? Les Républicains. D'accord. Et soutenus par Monsieur Macron. Donc voilà. Oui, c'est un peu macroniste. Les Républicains et macronistes, ils sont ensemble dans la gestion actuelle de la ville et de la. Alors, le maire actuel, c'est? Il s'appelle Monsieur Lefranc. D'accord. Hein, voilà. Donc c'est cette majorité-là. Et donc à l'époque, pour terminer, la liste société civile que je conduisais en 2008 quand nous avons gagné s'appelait Rive Gauche. Aujourd'hui, c'est Rassembler pour agir. C'est une autre dynamique, mais ça reste un petit peu cet ADN, cette volonté justement de rassembler des citoyens qui, même si on ne vote pas la même chose au niveau national, on est fédérés autour d'un projet pour humain, social, un projet de développement, un projet territorial, un projet démocratique pour faire d'Évreux une capitale régionale. Je pense que Évreux, qui a perdu donc 6000 habitants en 10 ans, doit pouvoir se fixer pour objectif d'atteindre les 60 000 habitants dans la décennie qui vient. Hein. Moi, je refuse le déclin démographique, économique, social, associatif, culturel que nous vivons. Et donc, voilà, je pense qu'il faut remettre les choses en dynamique avec des compétences, des gens qui sont portés par l'intérêt général, ce que j'appelle moi des belles personnes. Alors tout est relatif bien sûr, mais moi je trouve que l'équipe que j'ai autour de moi s'appelle voilà, ce sont des belles personnes que je choisis, qui ne s'engagent pas pour elles-mêmes, mais s'engagent vraiment pour Évreux et pour les habitants. Moi-même, j'allais dire à mon âge ou au stade de mon parcours, je ne fais pas de la politique pour faire carrière. Je ne m'engage pas pour la fonction de maire d'Évreux pour ma notoriété. Je m'engage pour faire quelque chose, hein, et non pas pour être quelqu'un. Hein. J'ai largement dépassé ce stade aujourd'hui. D'accord. Comment tu expliques qu'il y a des habitants qui quittent Évreux et on a le même problème à Paris? À Paris, il y a eu 15 000 personnes, ou je sais plus combien, qui sont partis, qui ont déserté Paris. Comment tu expliques qu'ils vont où tous ces gens? Alors pour Évreux, il y a une insuffisance d'enseignement supérieur qui fait qu'après le bac, il y a un certain nombre de jeunes qui partent, et puis ensuite ils partent à Rouen, à Caen, à Paris par exemple. Hein. Ils trouvent un copain, une copine, ils se mettent en couple, ils trouvent du travail dans ces villes-là, et puis ils y restent. Voilà. Hein. Ils reviennent de temps en temps le week-end pour voir les parents. Bon. Donc là, on a un départ de notre jeunesse qui est tout à fait pénalisant pour la ville, parce que du coup, c'est de la matière grise, c'est du potentiel de créativité qui s'en va. Bon. Alors ensuite, on a aussi à Évreux les jeunes couples qui quittent la ville parce que la ville est trop chère au niveau des impôts, etc. Donc du coup, si vous voulez accéder à l'accession sociale à la propriété, par exemple, qui est un des axes que je propose pour redynamiser la ville et la démographie hébroïcienne, eh bien, si vous voulez accéder à la propriété, si vous n'avez pas un petit matelas financier, faut quitter Évreux pour aller un peu à la campagne. Donc on perd les jeunes couples, on perd les jeunes, hein, et du coup, voilà, on est une ville qui, de ce point de vue-là, s'appauvrit. Ça, c'est un mauvais signe pour une ville. Alors pour Paris, il y a aussi des questions de cherté des loyers. Hein. C'est sûr que habiter à Paris, ça nécessite, malgré les politiques de logement social engagées par Bertrand Delanoë, auprès duquel j'avais travaillé au cours de son premier mandat, et par Anne Hidalgo ensuite, Paris reste une ville chère de toute façon. Hein. Si vous n'êtes pas en bonne santé et avec un peu d'argent,
Bah oui, Paris, c'est une ville qui est difficile pour les classes populaires, malgré les politiques sociales qui peuvent être conduites. Il y a des systèmes, des phénomènes un petit peu de gentrification, hein, comme les spécialistes disent, hein, c'est-à-dire de renfermement de la ville sur les classes CSP+, ou plus. Bon, voilà, donc ça, ce sont des phénomènes qui nécessitent un traitement très particulier, mais bon, ça nous éloigne un peu d'Évreux, mais en tout état de cause, à Évreux, il me semble nécessaire de construire au cours des 6 années qui viennent 1000 logements pour tous. Hein, ça fait partie de nos propositions pour toutes les bourses, hein, puisque tous les programmes de logement pour les classes moyennes et les classes populaires ont été bloqués pendant 12 ans. Voilà, il faut absolument reconstruire du logement, permettre l'accession sociale à la propriété, de façon à ce que la population se stabilise sur Évreux, de façon à ce que voilà, Évreux, on y vient, on y reste et on y croit, hein, comme le dit le slogan de notre campagne. Alors, quelles sont les autres propositions pour Évreux? Alors, la première, ou en tout cas c'est le premier sujet, parce que les Hébroïciens, comme les Français, s'intéressent à la question de la sécurité. Hein. Donc le premier sujet, c'est quand même celui-là. Hein. Évreux n'est pas un coupe-gorge. Hein, moi, je me déplace dans tous les quartiers, dans les cages d'escalier, je descends dans les caves. Je veux dire, je me déplace pas. J'ai jamais eu de garde du corps, y compris quand j'étais maire. Hein, donc, je n'ai pas de difficulté par rapport à ça. Je n'ai pas de difficulté par rapport aux jeunes ou aux habitants. Aux habitants. Bon, mais néanmoins, la sécurité est un problème. Hein. On voit bien des phénomènes de cages d'escalier qui sont occupés, on voit des problèmes de narcotrafic, un petit peu comme ailleurs, etc. Des problèmes d'incivilité. Hein. Donc tout ça, ça doit se traiter. Premier sujet, hein, c'est effectivement d'affirmer le droit à la sécurité, parce que le droit à la sécurité, ça n'est pas un privilège. Hein. Le droit à la sécurité, c'est un droit légitime pour tout un chacun, et particulièrement pour les plus faibles. Hein. Je pense notamment à des femmes seules ou à des personnes âgées qui c'est insupportable qu'on ait des craintes à rentrer dans sa cage d'escalier ou à sortir de son escalier parce qu'il y a des groupes qui les occupent. Donc, un des premiers objectifs, si je prends la question des cages d'escalier, c'est avec les organismes de logement, mais également avec des médiateurs, avec la police municipale, hein, c'est zéro hall d'escalier occupé d'ici 6 mois après notre élection. Ça veut dire un vrai travail. Hein. Moi, quand j'étais maire la première fois, à 23h minuit, j'avais fait la tournée des cages d'escalier occupées par des jeunes avec mon adjoint à la jeunesse à l'époque. D'ailleurs, les jeunes étaient surpris de voir le maire à minuit dans une cage d'escalier, mais j'avais volontairement été à la rencontre de ces jeunes pour dialoguer avec eux. On s'aperçoit que bien souvent, ils sont aussi là parce qu'il n'y a pas de lieu pour les accueillir. Hein. C'est pas parce que vous êtes jeune dans une cage d'escalier que vous êtes un délinquant. Hein. Même si vous pouvez générer de la crainte vis-à-vis des habitants autour, c'est pas pour ça que vous êtes un délinquant. La plupart du temps, c'est surtout des jeunes qui perturbent parce qu'ils parlent, ils crient, ils rigolent, ils chahutent, etc., sans pour autant qu'il y ait d'actes de délinquance à la clé. Donc, il faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Hein. Il y a les trafiquants, c'est une chose, les délinquants, c'en est une autre. Les jeunes qui sont oisifs, qui n'ont pas forcément de lieu d'accueil, c'est encore une chose. Donc, il faut vraiment avoir une stratégie adaptée en fonction des publics. En tout état de cause, une vraie sécurité pour tous, ça nécessite la combinaison de 4 dimensions. Premièrement, la dimension de prévention, hein, pour éviter que les grands enfants et les jeunes ne basculent vers la délinquance. Donc la prévention est indispensable, hein, avec les services, avec des médiateurs, des éducateurs formés. Hein. Deuxièmement, c'est la répression, pour ceux qui ont commis effectivement des actes répréhensibles par la loi, quelle que soit la gravité. Donc il faut que les sanctions tombent et que les sanctions soient réellement appliquées. Hein. Il n'y a rien de pire que l'impunité dans une société. Si on veut amoindrir l'autorité des pouvoirs publics, eh ben, on continue l'impunité. Donc il faut que les sanctions soient appliquées. Ensuite, il y a la réparation. Parce qu'il y a une dimension qu'on oublie assez souvent, c'est quand même l'aide aux victimes. Et je trouve que notre société ne fait pas assez pour les victimes. Donc la réparation, c'est un élément tout à fait essentiel de cohésion sociale et de justice vis-à-vis de ceux qui ont été victimes. Et puis ensuite, il y a la réinsertion. Ça, c'est pour éviter la récidive. Hein. Donc une vraie politique de sécurité efficace et durable, hein, c'est la prévention, la répression,
la réparation pour les victimes et la réinsertion. Hein. S'il manque un de ces quatre aspects, de toute façon, ça veut dire que la politique de sécurité marchera sera bancale. Je propose par exemple aussi que la police municipale travaille jusqu'à minuit, parce que terminer en début de soirée, c'est trop tôt. Hein. Donc, il faut absolument étendre les horaires de la police municipale, renforcer l'équipe d'au moins une dizaine de policiers municipaux, que les policiers travaillent avec les médiateurs, que nous animions avec, alors là, il n'y a pas que le maire qui est à la manœuvre, mais avec les services de l'État, la police d'État, donc aussi la préfecture, mais également la protection judiciaire de la jeunesse, mais également la justice, une cellule contre le narcotrafic. Hein. Donc là, il y a un vrai travail partenarial à avoir si on veut faire chuter, alors faire disparaître complètement, moi je n'y crois pas, hein, mais en tout état de cause, chuter, maîtriser, contrôler l'évolution du narcotrafic, parce que c'est insupportable. Ça gangrène les quartiers, ça gangrène les villes, et j'en vois des reportages dans les médias qui montrent qu'y compris dans les campagnes, ça se développe. Donc là, il y a un vrai enjeu, puis travailler également l'été sur les rodéos dans les quartiers qui sont simplement insupportables parce que dangereux et insupportables à cause du bruit. Donc voilà, ça c'est un travail de prévention et de coordination qui est vraiment nécessaire pour assurer la sécurité et la tranquillité publique. Voilà, ça c'est un des premiers droits de l'homme, le droit à son intégrité physique et morale. Donc, les élections, c'est le 15 mars, premier tour. T'as toute ton équipe, ça y est? Tout le monde est bâclé? Presque. En tout état de cause, il y a encore quelques places parce que comme je souhaite sélectionner les gens qui Justement, comment tu fais la sélection des gens qui vont t'accompagner alors en même temps, il y a des gens qui voilà par comment dirais-je, par fidélité m'ont accompagné ces dernières années, donc ces gens-là, ils sont déjà repérés. Hein. Et puis en même temps, il y a aussi dans les campagnes électorales des gens qui se manifestent, ou moi-même des gens que je repère. Et ça m'est arrivé d'ailleurs récemment, par exemple, l'engagement des femmes est plus difficile que l'engagement des hommes. Ça m'est arrivé là récemment, y compris de rencontrer une jeune femme entrepreneuse, entrepreneur, dit-on plutôt, hein, c'est moins ambigu comme nom, entrepreneur, qui a créé son activité donc à Évreux dans le domaine de la restauration, qui est vraiment un bel exemple de réussite d'une jeune femme, mère de famille, seule, mais qui a réussi à développer son activité économique. Voilà, c'est moi-même qui lui ai proposé d'intégrer notre équipe parce que je trouve que c'est important d'avoir des auto-entrepreneurs dans une liste pour gérer la ville et gérer l'agglomération, d'avoir des gens aussi du secteur privé, hein, des gens qui se sont faits par eux-mêmes hein, et qui témoignent d'une réussite, des gens qui peuvent être aussi des exemples hein, vis-à-vis d'autres jeunes dans la ville. Donc voilà, c'est aussi moi parfois qui vais en direction de certaines personnes. Alors donc, si j'ai bien compris, ton parti n'a pas ni de droite ni de gauche. Alors non, effectivement, quoi, notre Tu l'as fait un peu à la Macron, là? Non, disons que bon, moi j'ai un parcours de gauche à titre personnel. Oui, d'accord. Je suis centre-gauche. Hein, Ouais. voilà, donc ça c'est mon histoire personnelle. Je vous disais que j'avais adhéré au Parti socialiste à l'âge de 15 ans. Il doit en rester quelques éléments dans ma façon de penser la société. Pourquoi t'as adhéré au Parti socialiste à l'âge de 15 ans? Alors, je crois que la personnalité de François Mitterrand m'avait touché. Hein, et voilà, je trouve que c'est ce que j'appelle un homme d'État. Hein. Pour moi, des hommes d'État, il y en a deux depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est Charles de Gaulle et François Mitterrand. Bon, ensuite on a des hommes politiques. Bon, on change de catégorie, je dirais, sans être méprisant à l'égard des uns ou des autres, mais voilà, le leadership de François Mitterrand avait beaucoup compté aussi dans mon engagement. Et puis surtout, j'avais une façon d'analyser la société. À l'époque, alors on parlait pas d'écologie à l'époque, hein, mais pour moi, être. Mais d'ailleurs, l'écologie, ça devrait même pas être ni de droite ni de gauche. Oui. Parce que l'écologie, pour moi, tout le monde en fait tous les jours. Alors oui, c'est vrai, mais maintenant, quand on regarde le comportement de quelqu'un comme Donald Trump vis-à-vis de la question environnementale, il nie la dégradation de l'environnement. On se dit finalement que, bah si, il y a certains qui considèrent que la dégradation de l'environnement est fausse, hein, est exagérée, et que de toute façon, on trouvera toujours des solutions. Oui, mais alors, tu crois pas que c'est un peu à cause de l'écologie et des Verts qu'on a cette crise agricole? Bon, on donne des mesures en France qui sont
pas les mêmes règles que dans les autres pays européens. Oui, alors d'abord, si on donne, Et ça, c'est quand même les écologies et les Verts qui sont quand même attelés pour faire Hmm. ce qui se passe en France. Alors, Au niveau de l'agriculture, ouais, je parle. alors d'abord, les règles écologistes ou de défense de l'environnement qu'on a appliquées en France, ce sont des règles qu'on a acceptées, hein, puisqu'en fait, il y a eu des négociations internationales, des négociations européennes, des lois qui ont été votées. Donc, les règles qu'on Oui, mais doit. par exemple, quand on fait venir du poulet d'Ukraine qui n'est pas Hmm. aux mêmes normes qu'en Oui, oui, oui. France, c'est quand même Ah pas non, normal. mais non, non, mais ça, il y a plein d'anomalies, hein. Voilà. Il y a plein d'anomalies. Je regardais dans les médias là de ma région qu'au port du Havre, les agriculteurs justement regardaient les cargaisons qui arrivaient et ils voyaient des boyaux de bœufs qui arrivaient de pays de l'Est ou de Chine, oui de Chine, Mm. alors que c'est interdit en France ils les jettent. On se dit mais mince, dit comme ça, on se dit qu'il y a une anomalie quelque part. C'est pas normal qu'on importe des boyaux de bœufs alors que nos propres agriculteurs les jettent. Bon, donc ça c'est vrai que sur des réglementations comme ça, à un moment donné, il faut mettre de l'ordre, hein. Et c'est vrai que défendre l'agriculture française, d'abord c'est défendre notre patrimoine, c'est défendre nos territoires, c'est défendre des agriculteurs et des familles. Quand on voit le taux de suicide qu'il y a chez les agriculteurs, c'est absolument, c'est scandaleux qu'une société génère ce type de situation extrême, comme les suicides dans la police d'ailleurs, hein. Il y a deux professions en France, je crois, où il y a beaucoup de suicides, c'est la police et le monde agricole. Donc ça veut dire qu'il y a de vrais problèmes à traiter, quoi. Moi, j'aimerais avoir un mot sur le Mercosur. Mhm. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, le Mercosur, tel que je l'ai analysé à travers les documents que j'ai pu lire et les articles que j'ai pu lire, moi je pense que c'est une mauvaise chose pour, alors au moins pour la France, même si selon les filières professionnelles, on peut être gagnant ou perdant. En tout état de cause, sur des questions agricoles, il est clair qu'on sera perdant. La France reste une grande puissance agricole et donc du coup elle doit préserver justement son agriculture et son élevage, et que dans ce cas-là, moi je suis pour une politique de fermeté. Alors il se trouve que la France n'a pas réussi à trouver suffisamment d'alliés pour bloquer la signature de cet accord international, et puis que Madame Merkel, pas Madame Merkel, Madame la présidente de la Commission européenne, Ah, Ursula, Van der Leyen, ouais. donc s'est précipitée pour aller le signer, puisqu'elle elle était très partisane de ce texte. Mais bon, ça montre un petit peu les limites de l'Union européenne, puis la nécessité dans l'Union européenne de se faire des alliés, et puis d'établir tout le temps un rapport de force sur ces questions-là, quoi. Donc, euh, si moi j'avais dû voter oui ou non, j'aurais voté non à cet accord-là, quoi, hein, en résumé. De quoi es-tu le plus fier dans ton parcours jusqu'à présent? Le plus fier dans mon parcours, c'est certainement d'avoir porté le développement de l'aménagement du territoire, les politiques sociales, les politiques de l'habitat, des politiques jeunesse à Évreux, hein. Et puis j'ai présidé, avant d'être maire d'Évreux, j'avais présidé un organisme de logement alors qui s'appelait Heure Habitat. À l'époque, organisme départemental avec lequel on avait mené vraiment des vraies politiques de proximité, de gestion locative, de développement des bâtiments sous l'angle maîtrise de l'énergie, capteurs solaires, récupération des eaux de pluie, euh, avec des logiques intergénérationnelles, avec des logements accessibles pour les personnes touchées par un handicap. Donc voilà, toutes ces politiques publiques que j'ai pu conduire pendant donc 6 ans d'un côté, 7 ans de l'autre, hein, liées à finalement à la vie, à la, à la vie, hein, à la vie humaine, hein, tout simplement, hein. Là, on se dit que oui, quand certains disent oh oui, mais la politique, de toute façon, c'est du pareil au même, etc. Là, on se dit oui, j'ai pu participer à la construction de ma ville, j'ai pu participer à la construction du lien humain, j'ai pu apporter ma contribution à grandir l'individu, à grandir l'individu. Voilà. Alors chaque pierre est utile, hein, mais chaque pierre est aussi friable, hein. Donc c'est un travail qu'il faut toujours conduire en continu. Mais voilà, si j'avais pas préparé la question, mais si en répondant à chaud comme ça, je pense que conduire des politiques publiques au plus près des habitants, c'est quand même ce que je préfère, quoi.
Il y a déjà des sondages pour Évreux? Euh, alors, j'ai vu qu'il y avait un sondage qui avait été fait par un organisme dont je ne connaissais pas le nom. Je ne sais pas trop qui l'a payé, mais je n'ai pas de chiffre en tout cas. Donc tu sais pas du tout si tu es à 3, 4, 5, 6, 7. Non, mais j'espère que ça c'est multiplié par 3, 4, 5, 6, 7 quand même, Oui, hein. bon, t'espères gagner. Ah bah, je suis candidat pour gagner, Oui, ça c'est évident. Je suis ouais. candidat Tout le pour monde est gagner. candidat pour gagner. Non, pas forcément, parce Ah bon? que bah non, non, non. Si vous, Pourquoi pas forcément? bah, le rapport de force dans la cité, par exemple, il y a trois listes d'extrême droite. Bon, certains savent très bien qu'ils vont pas gagner, heureusement, hein. Donc non, non, on peut être candidat Justement, pour si porter tu des as idées. un candidat qui arrive deuxième de l'extrême droite, tu prendras ses voix? Bah, je ne vois pas comment je les prendrais. Non, mais tu peux travailler avec Oh non, des gens de l'extrême droite? bah non, bah non, bah non, non. Non, non. Je les respecte pour ce qu'ils sont. Je respecte les citoyens, je leur dis bonjour, je dialogue avec eux, je réponds à leurs questions, je les traite comme les autres. Mais je ne peux pas être dans une collaboration avec un parti d'extrême droite. Non, non, Et non. avec l'extrême gauche? Ah, si vous appelez l'extrême gauche LFI, c'est pas ma tasse de thé, hein. Donc D'accord. voilà. Là encore, je les respecte. Je connais des militants de LFI, des gens qui sont très estimables. Voilà, je dialogue aussi avec eux et je réponds aussi à leurs questions. Mais je ne serai pas dans une alliance avec eux, hein. Hmm. Donc je ne suis pas dans une cogestion avec cette ligne politique qui n'est pas la Donc mienne. pas d'alliance ni avec l'extrême droite ni avec l'extrême gauche. Non. Ça sera une alliance avec le centre ou avec les LR, éventuellement. Ah bah non, les LR, moi, ça veut dire le maire sortant. Je suis candidat contre le maire sortant, justement. Je trouve qu'il a mal géré la ville, donc je vais pas m'allier avec lui. Ensuite, les alliances possibles, voilà. Nous, on est une liste citoyenne. Il y a une autre liste citoyenne qui existe. Il y a une liste des partis de gauche qui existe. Même si je disais tout à l'heure, les partis nous ont beaucoup déçus. Et d'ailleurs, au démarrage, j'étais un peu dans une stratégie parce que c'était un petit peu mon ADN, hein. François Mitterrand, c'était l'union de la gauche, hein, donc j'ai été élevé au lait de l'union de la gauche, et puis la France est notre patrie, l'Europe est notre avenir, hein, comme disait Mitterrand. Donc ça, c'était un petit peu mon histoire personnelle et politique. Bon, mais donc il y a une liste des partis, mais j'ai rencontré certains membres des partis de gauche là à l'époque, quoi, c'était l'an dernier quand on discutait un peu de ça, mais je voyais bien qu'ils étaient dans une posture très idéologique, un peu raide, alors que moi je suis plutôt assez pragmatique, hein. Je pense qu'il faut dire les problèmes tels qu'ils existent, sans les atténuer, hein. Voilà, je ne suis pas sur des postures idéologiques qui en général ne règlent pas les problèmes de la société, hein, même si j'ai mes convictions à moi, hein. Donc voilà, on n'est pas exactement sur le même ADN. Et puis voilà, moi j'ai la légitimité de la société civile, hein. Dans notre liste, il y a des gens qui votent différemment au niveau national, hein, par exemple pour la présidentielle, des gens qui votent différemment, mais qui sont tous évidemment dans l'arc républicain, et puis dans l'arc, je vais le dire comme ça, humaniste, hein, c'est-à-dire Qu'est-ce que tu appelles l'arc républicain? eh bien tous ceux qui considèrent que la démocratie, la République française, la défense, Les extrêmes, c'est l'arc républicain? non, 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 je ne pense pas. En tout cas, les extrêmes que je connais en France, j'estime qu'ils ne font pas partie de l'arc républicain, quoi. Ils contribuent au jeu républicain, en tout cas au jeu démocratique, puisqu'ils se présentent aux élections, puisqu'ils ont des élus. Mais est-ce qu'en termes de valeurs, leurs valeurs se rapprochent des idées républicaines, laïques, et d'égalité des droits? Euh, je n'ai pas l'impression. Ensuite, chacun fait sa propre analyse, hein. Je ne mets personne à l'index, hein. De quel droit d'ailleurs je mettrais les gens à l'index, hein. Je suis un citoyen comme tout le monde, c'est tout. Comme vous, chacun a le droit d'avoir son avis. Le mien ne compte pas plus que le vôtre. Bon, donc, mais en tout état de cause, pour moi, défendre l'idée républicaine, c'est défendre l'école de la République, par exemple, c'est défendre la laïcité, c'est défendre l'égalité entre les hommes et les femmes, l'égalité entre les genres, la défense des droits des homosexuels, c'est défendre l'égalité entre les étrangers et les Français quand les étrangers sont en situation régulière, bien sûr. Voilà, donc c'est aussi un certain nombre de droits et de valeurs comme ça. Je ne suis pas sûr que dans les extrêmes on retrouve un petit peu cet ADN, quoi. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui demain voudrait être maire, un jeune de 15 ou 16 ans,
comme toi à l'époque, tu lui donnerais quoi comme conseil? Eh bien, je lui dirais d'abord de bien comprendre les gens, de bien comprendre les autres, hein, de prendre le temps d'écouter, d'observer. J'aime beaucoup ça en Afrique, là, puisque j'ai travaillé quelques années en Afrique, où il y a des formes de sagesse dont on pourrait nous s'inspirer dans les pays occidentaux, quoi. Qu'on a un peu perdu tout ça, quoi. Et c'est vrai que savoir rester d'abord à sa place, écouter, regarder, comprendre, avant de d'agir et de réagir, hein. Je pense que voilà, pour un jeune, ça, ça n'est pas dévalorisant. C'est au contraire une posture qui lui permettra de trouver de la crédibilité, de la légitimité et qui lui permettra d'asseoir les questions. La deuxième chose, c'est d'être curieux, hein. Mais d'ailleurs, ça, je le dirais pour dans la vie en général. Il faut être curieux, il faut s'informer, il faut poser des questions, il faut regarder. Il faut savoir ne pas être toujours sur le bon chemin, quoi. Je veux dire, il faut aussi savoir faire un pas de côté et poser les questions qui fâchent. Être de temps en temps poil à gratter, ça fait pas de mal, hein. Si tant est, bien sûr, qu'on reste toujours respectueux, voilà, des autres et puis des modes de fonctionnement dans lesquels on vit. Donc voilà, être curieux, savoir poser les questions qui dérangent, je pense que c'est aussi une démarche qui permet à un jeune de se construire. Et puis il faut avoir de l'ambition, hein. Pour terminer, je dirais, il faut avoir de l'ambition, c'est-à-dire faut voir grand. Et même si on est une société dans laquelle on a beaucoup de mal à se projeter, on ne sait même pas dans 3 mois si la France sera pas en guerre. Je veux dire, voilà, on a quand même beaucoup de difficultés à se projeter, hein. Alors c'est encore plus difficile pour les acteurs économiques du secteur privé que pour les administrations. Mais en tout état de cause, on est quand même dans cette société de l'incertitude. Il faut que, quand on est jeune, particulièrement quand on est jeune, mais aussi quand on est un peu moins jeune comme moi, voilà, il faut avoir de l'ambition, hein, et il faut savoir porter le regard, avoir les choses en perspective. Moi, le projet que je porte sur Évreux, ça n'est pas un projet d'arrangement conjoncturel pour ici et maintenant seulement, hein. C'est un projet à 10 ans, hein. C'est-à-dire que on peut travailler sur les urgences, on peut travailler sur le quotidien, on peut travailler sur l'immédiat, tout en ayant en perspective une trajectoire qui donne effectivement du sens à son engagement. Vous savez, il y a une parabole là, que j'aime beaucoup, c'est l'histoire de deux ouvriers sur un chantier, et il y en a un qui, il y a une troisième personne qui arrive et qui demande à un ouvrier, qu'est-ce que tu fais toi? Et l'ouvrier répond, oh moi je mets des pierres sur des pierres. Et après il se tourne vers l'autre ouvrier, il lui dit, et toi qu'est-ce que tu fais? Lui et moi je bâtis une cathédrale, hein. Bah, voilà, c'est la différence entre je gère l'immédiateté et j'ai une perspective qui me grandit, hein, une perspective de développement. Voilà, donc ce serait le troisième conseil que je donnerais à un jeune, quoi. Bon, je vois que dans euh, pas d'impôts locaux, Non, pas d'augmentation, pas de hausse pas de d'augmentation, hausse des impôts pas de locaux. hausse Oui, oui, et je vois également bus gratuits. oui, oui. Ouais, ça n'existait pas avant. Non. Bah, les bus D'accord. gratuits, ça existe dans une trentaine de communes en France, hein, donc Oui. à Évreux, il n'y Non, a mais à pas. Évreux, ça Non, n'existait pas. non, 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 ça Donc là, n'existe. si tu es élu maire, il y aura les bus gratuits. Oui, 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 parce que c'est une mesure. Alors, c'est une mesure à caractère social évidente, hein, puisque évidemment, ça veut dire que vous avez plus d'abonnement pour les enfants, etc. Donc voilà, et pour les familles. Donc c'est une mesure sociale évidente, mais c'est aussi, et j'ai envie de dire quand même aussi d'abord, hein, une mesure environnementale, hein. Ça veut dire qu'on va encourager les gens à prendre les transports en commun, à laisser la voiture à la maison, hein. On va désengorger quelques axes de déplacement, notamment la descente, par exemple, de Saint-Sébastien-de-Morsan, l'entrée dans Évreux de Guichainville, d'Angerville, ou de Saint-Michel, où matin et soir, ce sont des axes qui sont très engorgés. Avec les transports en commun, ça va alléger les axes d'entrée et de sortie de ville, hein, notamment aux heures de pointe. Ça va alléger les problèmes de stationnement, hein, voilà. Et donc, ça permet de voir autrement la ville. Moi, je me suis mis au vélo déjà depuis quelques mois. Croyez-moi, je vois la ville autrement, hein, et notamment l'état des routes. Ça, je les sens et je les ressens. Voilà, ça fait pas du bien au dos. Mais voilà, prendre les transports en commun, marcher, prendre un vélo, c'est aussi une façon, comment dirais-je, de concevoir et d'entrevoir la ville tout à fait autrement. Et voilà, c'est toujours intéressant aussi sur le plan de la santé
et de la diminution des pollutions, quoi. Pour finir cette émission, quelle est la question que je t'ai pas posée que tu aurais bien voulu que je te pose? Euh, non, la question qui me paraît peut-être le plus important, c'est euh, quel est le projet de ville qui m'anime. Je vous ai parlé de la sécurité, je t'ai parlé de la sécurité tout à l'heure parce que les Hébroïciens y pensent comme tout un chacun, mais c'est vrai que ce qui m'importe, c'est vraiment d'avoir un projet de ville qui permette de situer Évreux en Normandie, hein, de faire d'Évreux une capitale à rayonnement régional, tant sur le plan culturel, sur le plan sportif, sur le plan environnemental. Je souhaite faire d'Évreux une ville désirable, hein, une ville où on a envie de venir, de s'installer et de rester, hein, une ville en laquelle on croit, hein. Voilà, derrière telle ou telle mesure, ou telle mesure est destinée à contribuer à cette construction, hein, qui est une construction de moyen terme et qui est une construction collective. Il n'y a pas que le maire ou que la mairie qui peut construire une telle ambition. C'est un partenariat avec l'ensemble des acteurs publics et privés, euh, les chambres consulaires, les fédérations de bâtiments, d'artisanat, fédération de la chambre d'agriculture, les institutions publiques, bon, bref, le département, la région, hein, c'est la capacité d'un maire justement à fédérer autour de lui un certain nombre d'acteurs qui chacun va pouvoir apporter sa pierre à l'édifice. Et donc voilà, c'est si on avait eu un petit peu plus de temps, c'est vraiment développer ce projet de ville à 10 ans qui est l'épine dorsale de mon engagement et de ma candidature. Eh ben justement, tu vas regarder la caméra et puis tu vas t'adresser à tous tes électeurs d'Évreux. Et tu leur dis, tu leur parles ce que tu veux leur dire pour le 15 et pour le premier tour des élections municipales le 15 mars. Voilà, c'est à Mmh. toi. Ah, c'est à moi. Bon, bah donc bonjour, mesdames et messieurs d'Évreux, hein, et pour les autres, j'espère que vous aurez l'occasion de visiter notre ville un jour, puisque je sais que cette télévision passe à l'échelle nationale. En tout cas, pour les habitants d'Évreux, chers Hébroïciens, chères Hébroïciennes, donc je suis heureux de pouvoir m'adresser à vous aujourd'hui en cette circonstance. Euh, j'ai décidé de m'engager donc à nouveau pour ces élections municipales après 12 années où j'ai acquis de l'expérience et de la maturité ailleurs, hein, et particulièrement à l'étranger, revenant enrichi de ces séquences professionnelles qui m'ont permis également de euh, confirmer ce que j'avais déjà, mais l'attachement et l'amour que j'ai pour Évreux et la fidélité que j'ai pour la ville et pour ses habitants. Et donc, enrichi de cela, j'ai décidé effectivement de proposer une nouvelle offre politique avec une équipe qui rassemble des citoyens de la société civile qui votent différemment au niveau national, mais qui sont pétris de cette volonté d'action pour vous dans votre quotidien et pour la ville dans son ensemble, avec un projet d'attractivité du territoire passant par l'attractivité économique, hein, d'abord, c'est-à-dire avoir une politique de développement économique, de création d'emplois, puisque c'est plutôt le secteur privé qui crée les emplois que le secteur public, hein, en tout cas que les administrations. Donc il y a un vrai travail à faire, mais ça veut dire aussi travailler sur l'enseignement supérieur, récupérer les formations de l'enseignement supérieur public qui ces dernières années sont reparties à Rouen, hein. C'est aussi travailler sur les liaisons routières, ferroviaires. Les liaisons entre Paris, Évreux, SNCF sont absolument déplorables. Et je regrette que ce soit sur l'enseignement supérieur ou sur le ferroviaire, que les élus d'Évreux, et notamment le maire actuel, ne se battent pas suffisamment ou pas du tout pour obtenir de la SNCF et obtenir de la région. Il faut dire que le maire actuel est vice-président de la région, donc il a aussi une part de responsabilité pour améliorer les liaisons ferroviaires entre Évreux et Paris. Ce sera un vrai facteur d'attractivité du territoire. La région a d'ailleurs abandonné le projet de 2 fois 2 voies, de doublement de la 2 fois 2 voies Évreux-Chauffour. La région refuse également la ligne SNCF entre Évreux et Rouen via Serquigny, ce qui est très pénalisant pour notre territoire. Et donc là, il y a un certain nombre de combats que je souhaite mener avec vous pour mieux irriguer notre territoire, parce qu'il n'y a pas de développement économique s'il n'y a pas des infrastructures de déplacement extrêmement fortes et modernes. Et puis, je garde dans un coin de la tête la possibilité aussi de faire de la base aérienne d'Évreux. Alors ça se négociera évidemment avec l'armée, avec l'État,
mais une base qui est une partie de fret civil permettant aux entreprises de pouvoir utiliser donc une partie de la base pour des livraisons ou commerciales ou des envois commerciaux. Je pense que ce serait aussi facteur de développement économique. Et puis le deuxième volet de l'attractivité du territoire, hein, c'est toute la dimension de fonctionnement des services publics. On parlait tout à l'heure de stabilisation des impôts et stabilisation des tarifs municipaux pendant 6 ans. Hein, ça, c'est l'engagement que je prends. Je pense que dans la période actuelle, où le pouvoir d'achat touche beaucoup de familles, le service public doit faire un effort de gestion et doit maîtriser ses dépenses. Et donc, l'engagement est pris en la matière. Voilà, de façon à ce que le service public, tout en restant un service public de qualité, ne soit pas, n'érode pas le pouvoir d'achat des familles. Et donc la défense des services publics, la création de logements. Hein, il y a plusieurs milliers de demandes de logements en attente aujourd'hui à Évreux. Certaines familles attendent pendant plusieurs années. Il faut développer l'offre de logement pour toutes les bourses, hein, et puis développer aussi l'accession sociale à la propriété. Et puis la dimension des bus gratuits, je pense que c'est une belle offre de déplacement offerte aux Hébroïciens, les jeunes comme les moins jeunes. Je pense que là, c'est vraiment facteur d'attractivité du territoire. Et puis le dernier volet de l'attractivité du territoire, c'est la dimension culturelle, associative, sportive. Nous avons beaucoup de richesses culturelles qui ne demandent à mieux s'exprimer. Sportive également, nous sommes une ville très, très sportive avec notamment 2 équipes professionnelles, basket masculin, volley féminin, mais nous avons aussi plusieurs équipes de niveau national. Hein, je pense au BMX, je pense à l'athlétisme avec le AC et d'autres, le rugby également. Voilà, et puis nous avons aussi des clubs comme le football, le FC 27, qui remplissent, alors qui n'est pas au niveau national, mais qui remplit un rôle social extrêmement important. Et donc, conforter, redonner souffle à la vie associative, conforter tous les acteurs de la cité qui donnent du lien et qui donnent une ambiance dans la ville, me semble être un facteur aussi d'attractivité du territoire. Voilà, j'ai essayé de résumer peut-être de façon un petit peu trop longue, je ne sais pas, mais en tout état de cause, j'y crois, hein, et comme je disais, Évreux, on y vient, on y reste et on y croit. Hein. Bon, bah merci beaucoup, Michel, d'être passé sur Artop. Merci d'être venu pour cette interview. Ben, c'est moi. Merci beaucoup. Bonne chance. Voilà. Et puis, voilà, c'était la première émission politique sur Artop. Il y en aura d'autres. Il y a d'autres invités qui vont arriver bientôt. Je vous en dirai beaucoup plus la prochaine fois. Voilà. Allez, merci beaucoup. Bonne chance. Et puis, nous, on se dit à très vite. Bye bye. Belle année à tous.